qui a récité un poème dans lequel il décrivait Yad en lui disant Yad, ce qui est sûr, tu es endetté à vie. Tu es endetté à vie, c'est-à-dire que... Pourquoi Yad, tu es endetté à vie? À vie, parce que justement, pour eux, il est là à la solde de ces gens. Ils l'ont payé pour ça. Et ceux qui lui ont donné, quel que soit ce que c'est, que ce soit modique ou petit, pour lui, pour eux, c'est un endettement à vie, parce que ça les scotche à vie. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable. On aurait dû. Malheureusement, il n'y a pas d'espace où les gens peuvent s'exprimer là-dessus. Alors, voilà, c'est combien pour vous montrer combien le rapport à la poésie chez les Touaregs est aussi vivant qu'ici en Mauritanie, aussi bien chez les Maures que chez les Poulards ou les Soninké, où on sait que tout ça, ça se compose. Alors, je vois, allez-y, n'hésitez pas, parlez, buvez du thé. Je vous en merci beaucoup. Merci, moi je suis du centre de la Mauritanie. Avant de vous poser ma question, je voudrais tout d'abord faire un témoignage sur le gavage que j'ai vu dans les années 70 en Mauritanie. Et vraiment, c'est horrible. Du temps où moi j'étais à l'école coranique, je me rappelle ma petite sœur, elle était là avec des anciens esclaves. Vous voyez, des morceaux de bois sur les pieds, on appuyait pour qu'elle boive le lait, et puis avec des coups de fouet. À un certain moment, j'assistais même à des scènes entre mon père et ma mère. Mon père qui disait, mais pourquoi tel sévice? Et ma mère disait, c'est comme ça, une femme, elle doit être grosse. C'est comme ça, nous sommes de cette société. Et vraiment, c'était humiliant. Et je me demande dans vos recherches, quelle est l'origine du gavage dans cette partie du Sahel? Si dans vos recherches vous avez pu trouver quelque chose, j'aimerais un petit éclairage. Et merci. D'abord, il faut préciser que le gavage, pour moi, c'était, comme j'ai expliqué, une occasion de parler d'eux. Mais je n'étais pas vraiment allée dans une recherche profonde sur ce phénomène de gavage, qui d'ailleurs n'existe plus dans la région. Mais ce qu'on dit, on dit que le gavage est venu du fait qu'il y avait, quand il y a les guerres, on pouvait aussi prendre des biens comme prendre des gens qu'on amenait à la suite des guerres. Et donc pour éviter justement qu'on emporte beaucoup de filles, on les gavait. Et comme en ce moment les gens étaient sur des chameaux ou des bœufs ou des ânes, quand une femme est très grosse, vous avez de la chance de pouvoir soulever une, il faut être 5 hommes, 6 hommes. Donc ça c'est juste ce que j'ai pu glaner un peu, mais je regrette de n'avoir pas été plus en profondeur, mais parce que pour moi c'était une occasion de parler des gens. Donc je ne suis pas allée dans le thème même du gavage, mais il semblerait que c'était ça l'origine. Et après les gens l'ont adopté comme une pratique, comme il y a beaucoup d'autres pratiques dans notre milieu du Sahel et du Sahara, concernant les femmes, par exemple pour l'excision, pour d'autres, ça vient au fond des traditions. Et surtout l'origine, en quelque sorte on l'expliquait pour protéger la femme. Mais en réalité ça ne la protège pas du tout. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je vous félicite beaucoup parce que je suis quelqu'un du nord de la Mauritanie, passionné du désert. J'ai fait des milliers de kilomètres à pied. Donc, je voulais savoir, concernant le mariage des jeunes filles, moins de 18 ans, est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ce problème de gavage, ça ne concerne pas ça? Paraît-il qu'on gave les filles pour le marier ou pour montrer que les parents ils sont riches, qu'ils ont les moyens et tout ça. Et je voulais savoir, est-ce que vous n'étiez pas un peu embêté en tant que femme d'écrire? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème pour ça? Ou est-ce qu'on ne vous a pas dit non, ça ne se fait pas, une femme ne doit pas parler comme ça, tout ça?
Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, concernant le mariage, c'est vrai que quand on gave une fille de 12 ans, elle prend tout de suite De une l'âge. masse. Donc, on a l'impression d'avoir un adulte, ce qu'elle ne l'est pas. Et ça peut pousser les gens à marier les petites filles. Mais de ce que moi j'ai cru comprendre, l'origine était ce que j'ai dit. C'est que pendant les guerres avant, dans toute cette partie du Sahara et du Sahel, et même jusqu'au pays mandé, jusqu'en Guinée, quand il y avait les guerres entre les tribus, entre les groupes, donc on prenait aussi bien les biens que les personnes. Donc ça, c'est vraiment l'origine qu'on m'a dit. Et pour lutter contre ça, on a trouvé que c'était vraiment une façon de lutter contre, parce que là, on ne peut pas du tout déplacer la femme. C'était hors de question. C'est vrai aussi ce que vous dites, qui vient un corollaire, parce que si la femme, parce que ça fait grandir, hein, puisqu'on vous gave, donc vous grandissez aussi. Ça vous permet d'avoir de la taille, surtout, c'est des éléments très nutritifs, le lait, la viande, l'eau, de l'eau propre, parce que pour gaver, il faut de l'eau, et de l'eau propre aussi. Or, dans le désert, ce n'est pas tout le temps qu'on peut boire à satiété. Donc, ça fait que la nourriture est équilibrée de la fille. Donc, du coup, ça peut prêter confusion. Donc, c'est bien possible. Je ne peux pas dire non. Mais là, ce qu'on m'avait dit, c'était ça l'origine. Et alors, sur l'autre question. Sur l'autre question, maintenant, bon, je ne crois pas que ce soit tellement mal vu chez nous. Pourquoi? Parce que dans la tradition, il est de tradition même, par exemple, que dans la poésie, dans les récits, dans les contes, c'est des choses qui passent par la femme. Donc, c'est une expression normale de la femme. Ce qui n'est pas normal, c'est l'écrit, surtout l'écrit dans une langue étrangère. Là, je n'ai pas eu... C'est vrai que quand vous regardez certains hommes, peut-être, ils peuvent penser que la femme ne peut pas, elle n'est pas en mesure de faire, mais on va aller au-delà de ça. On va pas retenir ça comme... Mais c'est vraiment... C'est bien possible, il y a peut-être ce sentiment-là, de penser que la femme n'est pas à sa place. Mais j'ai proprement dit... Peut-être j'ai eu des reflets, mais je n'ai pas eu exactement la certitude que ceci était. Et qu'on vous ait reproché Voilà, le fait d'avoir qu'on pris la plume. Voilà, En tout cas, vous avez votre place non, ici, cher Zakia. J'ai pas eu ce sentiment. Parce qu'à travers la présentation, je n'ai pas compris s'il s'agit de l'ethnophilosophie, si c'est une fiction philosophique, c'est une autobiographie, un roman, une fiction. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, quoi. Il est au croisement, je crois, de tous ces genres-là. C'est une bonne chose, c'est ce qui peut-être doit donner de l'originalité et de la richesse à votre écrit. C'est ce que je pense. J'aimerais bien le dire d'ailleurs. Donc la question que je pose, c'est pour quelqu'un étranger, vous parliez tout à l'heure de la vision d'un étranger par rapport au Touareg, celui qui les voit du dehors, de l'extérieur, et qui donc peut prétendre à une certaine objectivité, mais il va manquer ce qui constitue le fond donc de la personnalité même du Touareg. C'est pourquoi les Touaregs maintenant parlent eux-mêmes d'eux-mêmes. C'est ce que vous êtes en train, c'est l'expérience que vous nous proposez. Et c'est ce qui fait que vraiment elle est très louable dans ce sens. Donc je dis, qu'est-ce qui, pour nous autres, regards étrangers, qu'est-ce qu'on peut comprendre qui constituerait quelque chose de spécifique, et donc qui ferait l'originalité de la culture touareg?
Merci beaucoup. On ne peut pas parler à proprement dit de différence. Parce que les Touaregs, ils sont comme les Maures, ils sont comme une partie des Peuls, comme une partie des Soreilles qui vivent dans cette partie du Sahara. Alors la première particularité qui peut être distinctive, c'est la langue. Vraiment, c'est surtout la langue. Parce que pour un étranger, il va être très difficile, à moins qu'on ne soit de l'intérieur de ces cultures-là même, de voir un nom passer et dire ça c'est un Maure, ça c'est un Touareg. C'est uniquement au niveau de la langue, une fois que la personne parle, que vous pouvez avec certitude, et même là, difficilement, parce que c'est un peu comme des vases communicants. Vous allez trouver un Touareg qui parle très bien le Soreil, comme moi. Si je me mets à parler Soreil, vous allez dire que je suis... C'est ça. Il y a mon père qui parle très bien le Maure. S'il vous parle Maure, vous allez dire que c'est un Maure. Donc il y a quand même un échange permanent qui est là. Mais la particularité, comme j'ai dit, c'est la langue. C'est vraiment la langue. Et avec la langue, il y a un certain nombre de codes de vie, de codes qui vont avec un peu qu'est-ce qu'on mange, comment on fait sa tente, comment on fait paître ses animaux, comment on s'organise au niveau de la société. Donc c'est un peu à partir de là seulement, bien sûr, qu'on fait la différence. Mais pour un étranger qui ne comprend pas les deux langues, très souvent ils font la confusion. Par exemple, moi, quand je suis à Bamako, on me dit « Hey, toi, la Maure ». Bon, je ne vais pas me mettre à expliquer, je ne suis pas Maure, je suis Touareg. Comme j'ai dit, j'assume toujours la multiculturalité. Moi, ça me fait plaisir. Par exemple, quand je parle Soreil, on me dit « Tu es Soreil ». Je dis « Oui, je suis Soreil ». C'est pas... Donc, c'est vraiment dans cette partie du Sahara, c'est au niveau des gens. C'est pour ça, très souvent, on pense que... Très souvent, par exemple, au début des indépendances, les États avaient peur de cette multiculturalité parce qu'en fait, ils ne savaient pas ce que c'est que c'était des individus comme vous et moi qui pensaient que bon, l'autre est différent. Non, pas du tout. Mais on a quand même des particularités telles que la langue, le mode de vie, la façon de raconter son poème. Voilà où se trouve la différence et bien sûr les aires de vie. Vous allez prendre les Touaregs, ils vivent dans une certaine aire géographique. Et cette aire géographique impose des codes de vie. Par exemple, à certains endroits, vous ne pouvez pas cultiver, à d'autres, vous pouvez cultiver. Ici, vous pouvez amener les chamelles, là-bas, c'est des vaches. Ici, c'est les moutons que vous allez faire paître, là-bas, c'est les chèvres. Donc, tout ça fait que c'est cet ensemble qui caractérise une communauté. Mais on ne peut pas dire que cet ensemble-là appartient seulement aux Maures, ou aux Touaregs, ou aux Soreilles, ou aux Peuls. Ils le partagent. Mais la principale différence, c'est la langue. Si je peux m'exprimer ainsi, parce que je ne suis pas philosophe, comme je dis, je vais toujours dans ce qui est pratique, qu'on peut toucher, qu'on peut comprendre. Je vous en prie. Parole, mais la question par rapport à la différence m'amène juste à vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on constate que chez les Touaregs, ce sont les hommes qui sont enturbanés jusqu'à ce qu'on ne puisse pas les reconnaître et non les femmes? Bon, tout de suite, je pensais à Ibrahim comme il est enturbané. Moi, je ne porte pas de turban. Peut-être il va répondre à la question. Peut-être Ibrahim va pouvoir répondre lui-même. Je n'aime pas parler au nom des autres. Merci. Ibrahim, s'il vous plaît.
nous ne sommes pas les seuls à porter un turban, bien entendu. Dans le Sahara, beaucoup de gens le portent, pas seulement le Sahara, en Arabie. Beaucoup de peuples devenus musulmans, ils portent le turban. Le turban, on vous le met sur la tête quand vous avez à peu près 17 ans, 18 ans, etc. Quand vous êtes en mesure de vous défendre si on vous traite comme on traite un homme adulte. Parce qu'une fois que vous êtes en turbané, si vous êtes en train de vous battre, on ne fait pas de différence. Alors, lorsqu'on vous met un turban, on vous dit ça. D'abord, c'est une personne, on cherche une personne respectable pour vous mettre un turban. Ce n'est pas n'importe qui vous le met sur la tête. Ça, c'est pour ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est pour ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Bien entendu, ça aussi, c'est pour ne pas entendre ce que vous ne devez pas entendre. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un faire ça, ce n'est pas pour se cacher. C'est pour marquer le respect, En présence, par exemple, des beaux-parents, c'est pour marquer aussi une certaine distance sociale. Moi, je suis une toute autre personne quand je n'ai pas un turban. Quand je porte un turban, il y a des choses que je ne me permets pas de faire. Je ne peux pas rire d'une certaine façon, je ne peux pas faire certains gestes, je ne peux pas, je veux dire,